Même si le programme Apollo reste un demi-siècle plus tard le point culminant de l'aventure humaine dans l'espace, on peut raisonnablement envisager la colonisation de Mars, miner la ceinture d'astéroïdes, explorer les lunes des géantes gazeuses et autres aventures dans le système solaire d'ici les 2 ou 3 prochains siècles. Il faudra bien sûr des innovations majeures dans le secteur de la propulsion, l'ingénierie, la robotique et bien d'autres. Mais si on admet un progrès et intérêt pour l'espace, ne serait-ce que marginal, alors ce n'est qu'une question de temps avant que nos descendants explorent le système solaire. Par contre, coloniser une planète d'un autre système stellaire, c'est une autre histoire. On peut évoquer toutes sortes de visions pour des voyages supraluminiques, les fameux FTL, Faster Than Light, allant du Warp Drive au trou de verre. Mais ces théories sont soit hautement spéculatives, comme la propulsion alcubierre, ou entièrement du domaine de la science-fiction. Selon toute vraisemblance, toute mission vers un autre système prendra des générations pour y parvenir, plutôt que quelques mois ou quelques minutes comme dans Star Wars. C'est pourquoi le concept de vaisseau générationnel reste une des idées les plus crédibles aujourd'hui, si l'on veut envoyer des humains sur une exoplanète. Et on va voir dans cette vidéo quelques questions que l'on pourrait se poser sur cette prouesse potentielle de l'humanité. Et ce n'est pas que moi qui le dis. Par exemple, dans le jeu Civilisation, dans lequel vous dirigez votre peuple pendant des milliers d'années depuis l'aube de l'histoire, une des façons de gagner est de construire un vaisseau générationnel pour aller à Alpha Centauri. C'est littéralement le truc le plus avancé du jeu. La première question qui me semble cruciale à déterminer, c'est combien de personnes sont nécessaires et quelle serait la taille minimum requise du vaisseau spatial. Il se trouve qu'une équipe a publié plusieurs articles scientifiques sur le sujet, menés par Frédéric Marin, de l'Observatoire astronomique de Strasbourg. Alors je ne vais pas décortiquer ces articles en détail, car je pense en faire un documentaire plus long pour bien entrer dans le sujet. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresserait. Alors, à partir de leur analyse, ils ont déterminé qu'un minimum de 98 personnes seraient nécessaires pour accomplir une mission multigénérationnelle vers la planète la plus proche, Proxima Centauri b, sans risquer des troubles génétiques et autres effets négatifs associés au manque de diversité génétique. Donc pour ne prendre aucun risque, il vaut mieux avoir un équipage initial de 200 à 500 personnes. Concernant la question tout aussi importante de savoir comment nourrir l'équipage, Frédéric Marin et son équipe ont constaté que pour un équipage de 500 personnes, vivant avec une alimentation omnivore et équilibrée, 0,45 km² de terre artificielle suffirait pour produire toute la nourriture nécessaire, en utilisant une combinaison d'aéroponie pour les fruits, légumes, amidon, sucre et huile, et l'agriculture conventionnelle pour la viande, le poisson, les produits laitiers et le miel. Ceci dit, j'ai du mal à envisager que des technologies comme la viande cultivée ne seront pas utilisées. Ça semble plus simple que d'avoir une population de bétail qui consomme de précieuses ressources pour un gain nutritionnel pas si avantageux que ça. Une inconnue de taille concerne l'accès à l'eau potable. Le recyclage sera essentiel, tout comme c'est le cas dans la Station Spatiale Internationale, mais ce ne sera pas suffisant à l'échelle d'un vaisseau générationnel pendant un siècle, ou plus. Et l'eau n'est pas la ressource la plus facile à trouver dans l'espace. Capturer des astéroïdes en route sera peut-être une option, ce qui ajoute un degré de complexité de taille. Et oui. Ces valeurs fournissent donc certaines contraintes architecturales pour la taille minimale du vaisseau. En supposant qu'il ait été conçu pour générer une gravité artificielle, par force centripète à l'aide d'un cylindre rotatif. Il ferait au minimum environ 224 mètres de rayon et 320 mètres de longueur. Bien sûr, l'agriculture n'est pas le seul facteur en termes d'infrastructure. Habitation humaine, salle de contrôle, production d'énergie, moteur, zone de vie, ce qui signifie un vaisseau spatial au moins 2 fois plus grand pour un total d'environ 650 mètres de long, ce qui reste plus petit que le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa, avec ses 828 mètres. Nous ne sommes donc pas sur des projets d'infrastructure totalement irréalisables. L'autre question que je me pose souvent lorsque je réfléchis au concept de vaisseau générationnel, tard le soir, en regardant la lune dans le ciel étoilé, en mangeant des noix de cajou, c'est de savoir si c'est éthique. Assurément, avoir des humains enfermés toute leur vie dans un cylindre métallique à peine plus gros qu'un gratte-ciel, au milieu du vide mortel interstellaire, génération après génération, certains pourraient dire que c'est immoral. La question éthique des vaisseaux générationnels gravite principalement autour de la notion de choix. Le plus évident, c'est qu'une personne née à l'intérieur du vaisseau n'a pas choisi de vivre toute sa vie dans de telles conditions et elle n'a pas la possibilité de quitter ce mode de vie. Elle pourrait se dire que c'est incroyablement injuste d'être une des seules générations d'humains à ne pas respirer un air naturel, courir dans la forêt et vivre sur Terre. C'est une position étrange d'être une des rares générations qui n'a pas connu la Terre et qui ne verra pas la nouvelle planète. Ensuite, un tel vaisseau ne peut fonctionner que si la plupart des enfants nés à bord sont formés pour devenir la prochaine génération d'équipage.
Ils auront donc peu de choix sur le type de projet qu'ils poursuivront. Cuisiniers, jardiniers, ingénieurs, pilotes, médecins, etc. Étant donné que l'attribution des rôles doit être étroitement contrôlée, ils n'auront peut-être même pas ce degré de choix. Car une fois qu'un nombre suffisant de personnes se sont inscrites à la formation de mécaniciens par exemple, il n'y aura plus de place disponible. D'une manière générale, les personnes nées à bord seront plus limitées dans tous leurs choix que n'importe quel humain sur Terre. Par exemple, des millions de femmes dans le monde n'ont aucun contrôle sur la question de savoir si elles ont des enfants, ce qui est intolérable, car chacun devrait avoir le contrôle sur sa propre reproduction. Mais ceux qui sont nés à bord d'un vaisseau générationnel n'auront sûrement pas le choix non plus de devenir parents, car le succès du projet dépendra en grande partie sur le contrôle de la population. Ils n'auront sûrement pas le choix sur les options culinaires, sur les loisirs ou encore l'éducation. On pourrait se demander également s'ils auront une liberté religieuse ou si certaines idées dangereuses et superstitions présentes dans les livres saints seront volontairement oubliées. Peut-être que tout le monde à bord recevra une éducation humaniste laïque et les religions terriennes disparaîtront. Thématique qui fait penser à la récente série HBO Max Raised by Wolves. On peut aussi imaginer que l'histoire de l'humanité pourrait être déformée au fil des générations. Et les habitants ressentent des angoisses existentielles concernant leur situation, au point de mettre en danger le projet de colonisation. Par exemple, en commettant des actes terroristes sous prétexte qu'ils ne se sentent pas moralement obligés de continuer ce long voyage pour un projet de colonisation qu'ils n'ont pas choisi. Ils s'en foutent royalement, pour le dire autrement. Alors les autorités pourraient décider de ne pas révéler la vérité aux prochaines générations. Ils seraient endoctrinés à penser que le vaisseau se trouve être l'origine de l'humanité et que rien n'existe au-delà. Un bon sujet de science-fiction, hein? Mais si on y réfléchit bien, la plupart des problèmes éthiques que j'ai posés sont pertinents pour beaucoup d'entre nous, ici et maintenant. Je n'ai pas choisi de vivre au XXIe siècle. Je pourrais trouver ça injuste de ne pas être né au XXVe siècle et de pouvoir profiter de tout un tas de choses qui sont inaccessibles à mon époque. Et s'il existe d'autres espèces intelligentes capables d'expérimenter l'univers d'une façon sublime que je ne peux même pas imaginer, je pourrais trouver ça injuste de n'être qu'un simple humain sur Terre. À différentes échelles et sous différentes formes, la plupart des enfants sur Terre aujourd'hui sont nés dans un avenir contraint, que ce soit à cause de la pauvreté, de croyances religieuses ou d'une dégradation de l'environnement. Les parents veulent généralement que leurs enfants soutiennent le mode de vie, la nation, l'institution qu'ils pensent cruciale pour mener une vie qu'ils jugent décente. Par exemple, de nombreux parents orthodoxes seraient affligés par le fait que leurs enfants se marient en dehors de leur religion. Certaines personnes ont moins d'options dans leur vie par la simple malchance d'être nées dans certaines circonstances, comme dans des pays très pauvres, et un problème similaire se pose pour les personnes porteuses de gènes limitant leur vie, comme la maladie de Huntington. Aux États-Unis, les Amish ont légalement le droit de retirer leurs enfants de l'école afin de limiter leur exposition à différents modes de vie. Donc cela limite le droit des enfants à un avenir ouvert, tout comme les enfants à bord du vaisseau générationnel. Une différence existe tout de même, les adultes peuvent quitter les communautés Amish. Une personne née en Corée du Nord pourrait être en colère vis-à-vis de ses ancêtres d'avoir permis une telle situation autoritaire d'exister. Tout comme une personne née dans un vaisseau générationnel pourrait être en colère vis-à-vis de ses ancêtres pour avoir autorisé un tel projet. De même, si l'environnement se trouve significativement dégradé par notre impact, un enfant né au siècle prochain pourrait nous en vouloir. Les différences entre la Terre et les vaisseaux générationnels sont principalement des différences d'échelle et non de nature. La question de savoir si les navires générationnels seraient éthiquement acceptables, malgré l'enfermement des générations dans un projet et un mode de vie qu'ils n'ont pas choisi, semble dépendre de la question de savoir si l'objectif est lui-même suffisamment important pour le justifier. Par exemple, la survie de l'espèce pourrait être une raison suffisante. L'idée de vaisseau générationnel n'échappe pas aux critiques armées d'arguments difficiles à réfuter. Déjà, il ne faut pas négliger la difficulté technique. Les choses tombent en panne. La deuxième loi de la thermodynamique est inéluctable. Vous ne pouvez pas simplement mettre un système fermé dans l'espace pendant un siècle et espérer que rien n'irait de travers. Ensuite, l'espace est un endroit extrêmement inhospitalier pour les Homo sapiens, et la vie en général. Les rayons cosmiques semblent causer de nombreux problèmes sur le cerveau, les yeux, donnent des tumeurs et qui sait quoi d'autre. Nous n'avons pas assez de données sur les voyages intersidéraux pour tirer des conclusions définitives. Et une fois arrivés, soit la planète est inhabitable, auquel cas nous devrons passer des siècles à la terraformer ou juste rentrer chez nous, soit elle est vivante, et ces assassins microscopiques pourraient sonner le glas des colons en quelques mois. Il faudrait également trouver des gens prêts à risquer leur vie, et abandonner à jamais la Terre et tout ce que ça implique. Mais surtout, il faut se demander si nous aurons une raison suffisamment grande pour entreprendre ce projet. Sauf urgence ou extrême nécessité, c'est-à-dire que la Terre est condamnée ou pour éviter une catastrophe existentielle, il n'est pas sûr que nous aurons la motivation nécessaire. Comme presque tout ce qui concerne l'exploration spatiale,
La réponse à la question « est-ce possible ?» est presque toujours liée à la question « combien sommes-nous prêts à dépenser ?» Il ne fait aucun doute qu'une mission humaine interstellaire, quelle que soit sa forme, exigerait un engagement massif en termes de temps, d'énergie et de ressources. Mais savoir théoriquement les ressources et difficultés d'un tel projet est une première étape importante et nécessaire si nous voulons contempler un jour la possibilité de coloniser une exoplanète à l'aide d'un vaisseau générationnel. Ou bien, s'il est plus rationnel, d'opter pour une autre solution si nous avons le choix. Par exemple avec la cryonie, ou alors une animation suspendue, similaire à de l'hibernation où le corps fonctionne au ralenti. L'hypothèse d'envoyer des embryons humains est également une option, mais qui va mettre au monde ces embryons et ensuite éduquer les enfants? Les androïdes? Là aussi plausible, mais encore loin d'échapper à la pure science-fiction. Au final, ma conclusion, c'est que plus le temps passe, et plus l'idée d'envoyer des humains biologiquement semblables à nous semble improbable. Des entités entièrement synthétiques feraient de bien meilleurs explorateurs stellaires. Ou alors il faudra au minimum modifier génétiquement l'organisme humain pour endurer les rayons cosmiques ou autres menaces de l'espace. Et pourquoi pas une combinaison des deux, voire de tous les scénarios mentionnés dans cette vidéo. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous aimeriez vivre toute votre vie dans un vaisseau générationnel? Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour découvrir nos prochains épisodes toujours consacrés au futur. Et n'hésitez pas à explorer nos précédentes vidéos et podcasts dans les différentes playlists. Merci de cliquer sur j'aime ou j'aime pas afin de nous rendre plus visibles aux algorithmes de YouTube, ce qui aide la chaîne à croître. Si vous avez des remarques ou un avis à donner, les commentaires sont là pour ça et vous pouvez aussi rejoindre le Discord The Flares, lien dans la description. Et enfin, sur le site the-flares.com, nous produisons du contenu exclusif premium, comme des documentaires ou des résumés audio de livres. L'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. C'était Gaëtan pour le collectif The Flares. Nous sommes vos fusées éclairantes. Nous sommes The Flares. Merci et à bientôt.